Ça c'est des radis que j'ai plantés il y a 3 jours. Et avec ça là le soir je les recouvre. Parce que le matin ça commence à geler. Avec ces morceaux là, je vais les fixer là pour terminer. Et ensuite je mettrai des renforts. Et je vous montrerai tout ça. Alors sur cette pièce j'ai tous ces clous là qui sont complètement rouillés. J'arrive pas à enlever les écrous, donc je vais devoir couper et ensuite redresser tout ça pour pouvoir la mettre sur la porte. J'ai enlevé les boulons rouillés donc, et maintenant je vais redresser ça. Vous vous rappelez de cette pièce, c'est mon coffrage pour l'étau de la porte. Vous voyez, je l'utilise encore quoi. Allez, c'est parti. C'est à peu près droit. Voilà, prendre deux petites bosses par-ci par-là, sinon. Bon, ben, ça ira parfaitement. Voilà, pièce redressée. Maintenant, je vais trouver les futurs écrous et vis que je vais mettre là-dedans. Et puis, je vais fixer ça sur la porte. Et puis après, je renforcerai tout ce que je veux. Et je me remettrai la porte en place. Alors vous entendez le groupe électrogène, j'ai dû le démarrer pour faire des trous avec ma perceuse qui correspondent bien sûr au trou de cette pièce. Et du coup je vais mettre ces petites vis là et celle-ci, j'en ai deux comme ça et j'en ai quatre plus grandes. Et les deux là, il faut que je lime sur le côté pour qu'elles puissent rentrer là-dedans quoi, vous voyez, là ça rentre pas. Donc je vais un petit peu limer sur chaque coin pour que ça puisse rentrer. Et voilà, une fois que ça c'est fait, je mettrai cette pièce là ici, je fixe le tout et je vous montre si la porte marche bien. J'ai limé mes quatre coins là et puis j'avais plus trop de force dans les doigts, donc je prends cette pince. Voilà, j'appuie bien fort et puis après avec la lime je lime quoi. Et là vous voyez, on peut appuyer très très fort et ça va 2 fois plus vite. Voilà. Donc maintenant ça marche très bien, ça rentre dans mes trous. Voilà. Je fais le deuxième, je monte tout ça et puis je vous montre tout. Voilà, j'ai fixé tous mes rivets. J'ai serré de l'autre côté avec mes écrous. Et puis voilà, c'est une porte qui marche à peu près correct. Alors vous voyez, c'est que de la palette, c'est que de la récup. Alors bon, là il y a des fois où j'ai dû mettre 2 écrous parce que ça tenait pas spécialement bien. Je pense même que je vais mettre un petit coup de soudure hein, pour les fixer à jamais. Je vais remettre des lattes comme ça pour renforcer à fond la caisse. Je vais en mettre plein partout. La porte elle va être épaisse. Au moins de l'épaisseur de là, vous voyez, il faut que ça rentre à peu près à la moitié. Hein. Là, elle est à peu près à cette épaisseur là. Moi, je veux qu'elle soit au moins là. Que quand je ferme, ça fasse vraiment une bonne isolation et que personne puisse la casser. Parce que mine de rien, elle est légèrement fébrile encore. Hein. Bon, c'est de la palette, il n'y a que des clous dedans. Maintenant, je vais mettre des vis à bois et je vous montrerai tout ça. Cette partie là, c'était pour fermer à l'intérieur. Maintenant, ça sera plus utile. Il va falloir que je fasse un crochet à l'extérieur pour pouvoir la sécuriser quand je pars. Et voilà, en tout cas, avec des palettes, avec des clous, avec des vieux écrous, des vieilles vis, voilà, je fais une petite porte sur mesure. Bon, après, j'ai pas trop calculé la mesure, mais bon, écoutez, franchement, ça fait son office. Hein, je vois pas pourquoi je devrais faire mieux alors que ça marche parfaitement bien. Vite fait, je voulais vous montrer la différence entre les meubles anciens et les nouveaux. Ça, c'est un confiturier qui a environ 120 ans. Hein. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je l'ai trimballé partout avec moi et du coup j'ai dû aussi le stocker aussi bien dans une cave que dans un garage. Il a pris l'humidité, tout ça. Alors c'est vrai que les étagères intérieures ont un petit peu morflé, hein, je les ai même refaites, mais l'extérieur, ça a quasiment pas bougé, quoi. Hein. Donc c'est du chêne et vous voyez que ça tient le coup, quoi. Hein. 120 ans, je vais vous dire, c'est largement rentable.
Parallèlement, vous avez ce genre de meuble là qui est Ikea. Hein. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dehors j'ai le même mais en 4 parties et là c'est un grand en 8 parties. Donc là j'ai récupéré ça la semaine dernière et puis du coup on a mis ça à la place du bureau qu'il y avait là. Hein. Donc on n'a pas fini les rangements, mais du coup ça va beaucoup mieux parce qu'il y a un peu plus de place. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là à la place du chien, enfin surtout ici là, j'avais donc ce meuble Ikea, 4 compartiments. Donc ça c'est des meubles que moi j'avais acheté d'occasion, hein, parce que en aucun cas j'achète de neuf. Et ça fait 5 ans que j'avais ces 2 étagères. Donc là, celle-ci, elle est avec moi depuis le 15 juin dernier, alors que la grande, je viens juste de la récupérer. Hein. Et regardez, à force de l'avoir laissée dehors, avec l'humidité, elle s'est carrément disloquée. Il y a eu un grand coup de vent il y a 2-3 jours, et du coup, entre l'humidité et le vent, ça me l'a carrément défoncée. Alors bon, c'est pas très grave, hein, parce que je m'y attendais, hein, vu qu'elle n'était pas protégée. Mais quand j'ai vu comment c'était fabriqué, alors là, j'étais assez mort de rire, parce que regardez-moi ça. C'est un genre de bois cartonné, compressé pour faire une petite épaisseur comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est plein de colle, hein, c'est que de la merde. À l'intérieur, pour faire l'épaisseur, ils nous mettent du carton en nid d'abeille, hein, c'est du simple carton. Par-dessus le marché, c'est café de colle. Vous voyez bien, il y a des points de colle partout. Hein. Ça, c'est presque du plastique, quoi, hein, carrément. Donc, vous voyez bien la merde que c'est. Et du coup, l'extérieur, ça fait des planches comme ça, larges, hein, qui sont fabriquées comme ça. Et puis à l'intérieur, pour faire les étagères, ce sont des planches en simple contreplaqué. Donc ça, dites-vous bien que c'est café de colle. Non seulement c'est toxique pour nous, hein, puisque quand vous êtes à l'intérieur de chez vous avec ce genre de meubles, il faut savoir que les colles, comme elles ne sont pas sèches à 100%, elles continuent à faire de la vapeur, quoi, hein, même si c'est pas grand chose non plus. Mine de rien, si vous avez que des meubles comme ça, vous vous intoxiquez. Donc voilà, je voulais vous montrer que on achète des merdes comme ça une fortune. Hein. Bon, moi j'ai acheté ça d'occasion, donc j'en avais rien à foutre, mais ceux qui achètent des meubles Ikea neufs, hein, vous payez ça très très cher et regardez comment on se fout de votre gueule. Bon, on pourrait croire que c'est que cette marque-là qui fait ce genre de truc, mais pas du tout. Hein. Apparemment, c'est tous les fabricants de meubles qui nous proposent des choses qui sont peut-être esthétiquement jolies, mais après, au niveau de la qualité, c'est que de la merde. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce fauteuil, hein, je l'ai eu, il était fonctionnel. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un vieux fauteuil, mais on me l'a donné, et puis, comme je vous dis, il marchait très bien. Hein. Il y avait donc de la mousse. Rappelez-vous, hein, allez voir mes autres vidéos, vous allez voir, il était nickel. Donc là, vous remarquez que mon chien il s'est acharné dessus, donc c'est pas très grave, hein. Mais au moins là, on voit comment c'est fabriqué aussi. Donc ça, c'est pas du tout du Ikea, mais regardez, c'est pareil, c'est du contreplaqué, c'est même pas cloué, c'est carrément agrafé, hein, donc ils se font même pas chier. Pour faire de l'épaisseur, ils vous mettent des lattes de bois comme ça, pareil en contreplaqué. Ici, là, il y avait du carton, c'était pour maintenir donc ce tissu, de la mousse à l'intérieur, et puis voilà. C'est comme ça qu'ils vous vendent ce genre de bordel. Regardez, avec de la mousse dégueulasse. Et ça, c'est pareil, c'est le genre de fauteuil que vous payez au moins 50 balles, hein, si c'est pas plus, hein, d'ailleurs. Hein. Donc là, vous voyez qu'ils se foutent complètement de notre gueule. Donc, contrairement à mon confiturier, là, qui date depuis plus de 120 ans, je vais vous montrer, parce que c'était en 2 parties. Hein. Il y a la partie que vous avez vue, là, la partie inférieure, et il y a la partie supérieure, qui, elle, bon là, j'ai fait ce petit truc là pour la protéger, mais le fait qu'elle ait été dehors depuis le 15 juin, parce que ce meuble là je l'ai ramené le 15 juin, alors c'est vrai que ça a un petit peu morflé, mais regardez, ça bouge pas, c'est nickel. Bon, c'est vrai que c'est légèrement fendu à l'extérieur là, hein, je vais pas vous montrer parce que voilà, c'est légèrement fendu, mais ça bouge pas, et encore une fois ça a 120 ans. Hein, donc vous voyez qu'il n'y a pas photo entre les anciens et les nouveaux. Hein. Au moins, ça prouve que les anciens ils savaient bosser, contrairement à aujourd'hui où, à part nous voler notre argent en nous proposant que de la merde, vous voyez bien qu'ils ne savent pas faire autre chose. Donc j'espère que ça va vous servir d'exemple, hein, pour pas dépenser trop d'argent dans les meubles, hein, parce que vous voyez bien que ça sert strictement à rien. Allez, cette fois je vous montre comment je fais mon petit poulet. Donc là j'ai mis 6 cuisses de poulet, made in France, hein, bien sûr. Un fond d'eau, un fond d'huile d'olive, et je laisse mijoter comme ça pendant un petit quart d'heure avec des herbes de Provence, parce que on est dans le sud et nous on adore ça. Ensuite je vais les retourner, je vais laisser aussi mijoter encore pendant un quart d'heure, et je vous montrerai la suite. Alors ça a cuit un quart d'heure de chaque côté. Maintenant je vais rajouter de l'eau et ensuite je rajoute mes légumes. C'est parti.
Voilà, j'ai mis à peu près un demi-litre. Et je vais commencer par mettre mes pommes de terre. Alors regardez. On a émincé des pommes de terre, des carottes, des oignons, des champignons et des poivrons. Donc on commence par les pommes de terre et les carottes parce que c'est ce qui met le plus longtemps à cuire. Allez, j'ai mes pommes de terre qui mijotent bien. C'est au tour des carottes. Et voilà, je reviens dans 10 minutes. Allez, c'est parti pour les épices. Donc là, je mets du poivre. Alors le poivre, vous le savez, hein, c'est mieux de l'acheter en grain qu'en poudre. Parce qu'en poudre, vous avez beaucoup de poussière, tout ça, c'est de la vraie merde, quoi. Allez, vous voyez, ça mijote super bien. Alors maintenant, j'envoie les épices. Donc je mets un petit peu de coriandre. Pas beaucoup parce que bon, ça sert pas à grand chose. Gingembre par contre, je mets ce qu'il faut. Parce que ça fait du bien là où on sait. Piment d'Espelette. Parce qu'on aime bien quand c'est relevé. Vous voyez, d'abord je mets dans ma main et après je mets dedans parce que les vapeurs, si vous voulez, ça rentre dans les pots et du coup ça humidifie les épices et c'est pas très bon non plus. Voilà, le curcuma je le mettrai après. En attendant, je mets mes champignons, mes poivrons et enfin mes oignons blancs et rouges. Je mélange tout ça. Ah moi ça, si c'est pas magnifique. On dirait un arc-en-ciel. Je mets ma dernière épice, curcuma. Bien sûr, il faut faire ça avec les mains propres, hein, sinon c'est dégueulasse. Un petit coup d'huile d'olive, vraiment un tout petit peu parce que j'en ai mis déjà tout à l'heure. Et l'ingrédient final, ma crème fraîche. J'ai dû rajouter un petit peu de sel parce que ça en manquait. Et du coup là maintenant c'est parfait. Ça sent trop bon. Et on pourrait croire qu'il y a à manger pour 6 personnes parce qu'il y avait 6 cuisses de poulet. Mais avec le temps de cuisson, si vous voulez, la viande s'est détachée des os. Et donc on peut manger à combien là? Une dizaine de personnes. Hein. Donc vous voyez, c'est un plat qui m'a coûté en moyenne 13 € pour faire manger allez, 8-10 personnes si vous êtes des gros mangeurs, un petit peu moins. Mais donc vous voyez très bien que c'est rentable et on n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent. Les gens qui vont au McDo là pour un menu, vous avez le prix de ça. Donc réfléchissez. Voilà 2 bonnes assiettes bien fournies. Donc je pense qu'on va bien se régaler et après ça on va faire une belle sieste. Voilà, on vient de terminer le repas et comme vous voyez les assiettes sont quasiment propres. Ça veut dire que c'était tellement délicieux que ben, moi j'ai terminé mon assiette par gourmandise hein, parce qu'aux 3/4 j'étais déjà bien rassasié. Donc tout ça pour vous dire que je défie n'importe lequel d'entre vous qui allait bouffer de la restauration rapide de me dire si ce genre de repas c'est pas beaucoup plus efficace en matière de nutrition que ce que vous allez vous enfiler pour le même prix en plus. Pour le même prix, hein, je vous l'ai dit, ça m'a coûté environ 13 € là. Vous, pour un menu de merde, c'est ce que vous allez payer à peu près, d'accord? Et puis 2 heures après, vous allez crever la dalle, alors que moi, là, je suis tranquille jusqu'à ce soir. Et bien sûr, pour le dîner, une simple petite soupe me suffira largement. Donc vous voyez très bien que c'est extrêmement rentable. De plus, ça m'a pris un peu plus d'1 heure pour faire ce repas. Mais comme ça mijote, entre-temps, ben, je vais travailler, donc j'ai même pas perdu une seule seconde, quoi, hein. Donc vous voyez bien qu'on peut très bien reprendre un peu de temps pour cuisiner. Et ça a rien à voir avec le reste, quoi. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Là, je suis trop bien, j'ai même trop mangé, quoi.
Donc j'invite n'importe lequel d'entre vous à me dire si ce genre de choses, c'est pas beaucoup plus nutritionnel que ce que les autres lobbies, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, les lobbies de la restauration rapide, le capitalisme, quoi, vous propose, hein, et surtout pour payer une fortune pour bouffer de la merde, quoi, encore une fois. Allez, sur ce, j'espère que vous allez changer votre façon de consommer et que nous allons réussir à renverser enfin cette dictature capitaliste oligarchique.